pourquoi j'ai pas de buzzer moi? Tiens, toi c'est ton buzzer, ça y est, et nous il est buzzer. Les gars, ça enregistre. C'est bon? C'est parti les gars, ça enregistre. Morgan Charrière avec nous, Mickaël Lebourg pour pas changer. Après ta magnifique performance, Morgan, déjà merci. Désolé de l'attente. Hein. Il y a des choses que vous voyez pas en off. Ça fait 1 heure, je suis là. mais on a donné à boire et à manger quand même. Pour l'attente quand même. Un plaisir en tout cas les gars de refaire cette émission avec vous. Attends Ibi, dis-moi pas, t'as fait du placement de produit sans me dire. Quel placement de produit? Parce que je vois ta gourde Oko. Elle est toujours donc, avec moi, Mika. Ouais, mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'émission qu'on fait en commun, toi t'es sponsorisé par une boisson et moi il y a rien. Depuis tout à l'heure, il a rien dit. Tiens, je la file. Bah vas-y, attends, sors toutes mes boissons. On va promouvoir. Bon les gars, Morgan, comment tu vas mon gars? Bah écoute, ça va. Bon, ça va. Franchement, là, la vie, elle est bien. Comme je disais tout à l'heure, ça peut aller que pour le mieux. Là. Bah forcément. Et toi, Mika, en forme? Ouais, ça va, je suis en forme. En forme, hein, on voit que t'es de retour toi aussi, Mika, du coup. Bah voilà, petit crousti qui n'est plus un crousti, je suis de retour. Et moi, je l'en veux, hein. Tu sais, il me le dit le matin même. Je dis qu'on fait le balance, il me dit non, le dis pas. Et le soir, c'est les maîtres fumés qui balancent l'exclu. Ouais, mais c'est pas moi qui. Ça a dû fuiter de l'autre côté. Moi, dès à présent, les gars, chaque chose qui concerne Mika, tu vas le dire. Ouais, mais les gens, ils vont plus rien nous dire après. Tu vois, non, j'ai dit toi. Moi, c'est comme quand Taylor, il me dit un truc. Taylor, il me dit toujours, je parle à qui? Je parle à Mickaël ou je parle au chroniqueur. Je lui dis, non, si tu me dis de pas le dire, je le dis pas. C'est normal. Effectivement. Bon, quand on va revenir quand même sur l'UFC Paris pour ta magnifique performance. Ouais. 3e combat à l'UFC, 3e bonus, comment tu te sens? Quel effet ça te fait? Bah en vrai, je suis content de fou parce que déjà c'est l'UFC et du coup de réussir à taper 3 performances à la suite sur 3 combats, sur mes premiers combats, tu vois, c'est-à-dire que j'ai même pas eu un temps d'adaptation à l'UFC, de faire quelques combats pas ouf et tout. C'est vraiment depuis que je suis rentré, je suis présent à chaque combat et c'est pas mal pour un premier contrat. Donc ouais, je suis content de faire ça. Surtout que je pense que quand j'ai signé à l'UFC, personne ne s'attendait à ça. Même moi, pas à faire ce genre de performance. Donc non, vraiment, je suis content du chemin en fait. Et t'as pris Gabriel Miranda. De bas, tu devais prendre Cunningham. Forcément, ça s'est... Enfin, forcément. Mais malheureusement, ça s'est pas fait. T'as eu Gabriel Miranda en short notice. Est-ce que ça t'a perturbé pendant ta prépa? En vrai, non, pas du tout. Vu que j'ai de l'expérience, ça fait pas mal de temps je combats et j'ai pris plein d'adversaires différents. C'est un profil que j'ai déjà rencontré. Et à l'US Metro, on a plein de gars avec qui tourner. Et pendant la prépa, je tournais déjà avec beaucoup de mecs du sol et ainsi de suite. Même en vrai, dans ma carrière, j'ai fait beaucoup d'entraînement avec des mecs du sol, surtout quand j'étais au NR. Du coup, c'est un profil où je savais que j'allais trouver la solution et qu'il ne pourrait pas me soumettre. Parce que c'est hyper dur de me soumettre et de ce que je voyais de son jeu, c'est pas dans ce genre de soumission que je tombe. C'est pas un jeu qui me dérange au sol. Donc, et en pied-point, je pense que j'étais largement au-dessus en striking, en lutte. Donc le combat était plus compliqué pour lui, surtout que c'est lui qui prenait le short notice que pour moi. Mais ça restait un adversaire dangereux parce que il peut t'avoir dans une soumission opportuniste. Ouais. Tu vois, il m'a pris le dos à un moment. Donc il est en place. Le mec, je crois que c'était quoi, 2e ou 3e degré de ceinture noire. Donc il a des techniques bizarres, des trucs, tu peux tomber dedans, tu te fais avoir, t'as pas fait exprès. Et même au premier round, il est vraiment rentré comme un ouf. Il a vraiment cherché à prendre le combat, mais j'étais trop près. J'étais vraiment trop près. Et Mika, toi, comment tu l'as ressenti le combat au bord de la cage? Ah ouais, déjà, avant de voir le combat, il y a toujours, on essaie de regarder un peu l'opposition qui est faite. Pour être honnête, je te voyais pas perdre. Sincèrement, c'est sur le papier, statistiquement, on pouvait pas penser qu'il allait perdre. Maintenant, il y a toujours cette équation, c'est qu'en face de toi, tu as un combattant qui est solide et qui performe en plus niveau vraiment élite plus dans le domaine du sol. On savait que Miranda allait chercher le sol. Maintenant, la performance, elle ressemble de long, mais vraiment quasiment à tous qu'on a pu se dire dans le schéma qu'on avait tous, c'était ça, c'était que le mec ne puisse pas supporter la pression et la puissance des frappes de Morgan. Maintenant, j'ai envie de te dire, pour être totalement honnête, j'aurais préféré un niveau d'adversité au-dessus. Clairement, Miranda, pour moi, c'est pas du tout de ton calibre. Après, on le voit à l'UFC, souvent on a envie de brûler les étapes et souvent en tant que spectateur. Donc là, je parle vraiment avec ma casquette de spectateur. J'ai envie de te voir dans des adversités, des niveaux d'adversité plus durs. Je voulais en parler de ça parce que j'avais vu une vidéo de toi où tu disais ça, que tu me voulais exactement plus d'adversité. Ouais. Mais après, il y a la réalité en tant que combattant
et là je reprends 6 mois par exemple, j'ai été amené à être dans ton coin ou pas en tant que manager ou dans ton pôle combattant, il faut aussi, c'est vrai, jauger et te dire attends, moi j'ai une carrière qui peut être longue, j'ai 50 litres dans mon réservoir et mon but c'est avec ces 50 litres de faire le maximum de victoires et de combats. Et donc je peux comprendre aussi parfois que dans les choix de combat, et ben parfois on te dit ok, moi je prends un mec un peu moins fort, je performe, je prends mes bonus et petit à petit je me construis. Et je vais pas tirer sur l'ambulance aujourd'hui parce que ça serait trop facile, mais on voit aussi ce que ça peut faire parfois quand on brûle un peu trop d'essence ou qu'on prend des oppositions trop dures tout le temps. Bah malheureusement on arrive parfois à des contre-performances comme on a pu voir contre BSD. Donc c'est sur ça que je voulais t'entendre et c'est bien justement qu'on puisse en discuter. Comment tu jauges, comment ton management, comment toi, ton entourage, vous jaugez justement le niveau d'adversité, comment tu vois ta carrière? Bah en fait, en vrai, du coup j'ai réfléchi à ça un peu, tu vois. Et déjà moi je mets pas trop ma patte dans l'adversaire que je prends, le management, etc. C'est vraiment, tu sais, mon manager il m'envoie un nom et il dit en gros, c'est lui. Moi je dis même pas oui ou non. Pour moi, à partir du moment où mon manager m'envoie un nom, il a fait le taf avant de savoir qui voulait me faire prendre et on lui a peut-être proposé d'autres noms, il a dit oui, non, là. Moi je dis oui direct, tu vois, je regarde quand même, mais en général, même si c'est un dossier et c'est compliqué, je vais dire oui, parce que je me dis que mon manager il voit la victoire, parce que sinon il me propose pas le combat en général, ou il voit quelque chose dans ce combat, donc souvent je dis oui directement. Là après Miranda, on était sur un short notice en vrai, il n'y avait pas beaucoup de choix, parce qu'on était à 15 jours du combat, donc je pense qu'en termes d'adversaire, l'UFC ils ont cherché. Ils ont dit ouais, on lui met lui, peut-être qu'ils ont proposé d'autres noms. Moi on m'a proposé, je dis oui direct, surtout que ça me donnait des ouvertures pour faire un bête de combat à Paris et sortir un gros finish et potentiellement avoir un bonus. Et je réfléchis vraiment dans le but de mes premiers combats à l'UFC, comme je l'ai dit l'année dernière qu'on s'est eu dans le podcast après septembre, moi j'ai galéré de ouf avant, maintenant que j'y suis, il faut que je m'installe à l'UFC, que je rende mon record plus sexy aussi. Donc j'enchaîne les victoires, les bonus, les trucs méchants, faire des gros combats qui laissent une marque. Parce qu'au final, en vrai, le public, un coup il est derrière toi, un coup il l'est pas, un coup machin, ça va trop vite en fait. Et les gens ils se souviennent que de la victoire et de ce que tu as fait. Même si au final tu prends un charbon, tu prends un mec il est archi fort, si tu perds, tu perds. Et tout le monde te chie à la gueule direct. Oui. Non mais ça c'est sûr. Par exemple on le voit encore une fois, c'est l'exemple à indiquer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui sur BSD Poirier, déjà plus personne ne se souvient du premier round. C'est-à-dire qu'on se souvient que du chaos. Du chaos. Forcément. Et justement, Morgan, toi, juste dès que ton adversaire il a été annulé, on a vu il y a des Français, des combattants français qui ont directement réagi, qui t'ont call out. Comment est-ce que tu le prends? Est-ce que tu dis c'est normal, tout le monde veut sa part du gâteau, ou est-ce que ça te fait chier quand même de voir des Français avec qui peut-être tu t'es entraîné à l'époque à vouloir te faire et prendre leur place sur l'UFC Paris? Non, moi juste ça me fait rire, c'est drôle. Okay. C'est plus compliqué que ça de signer à l'UFC, les gars. c'est ça. Après, pour être honnête, c'est très compliqué. C'est ça, la porte, genre Morgan il y a une blessure, genre moi je suis une porte d'entrée. Vous êtes des ouf, les gars. Moi je vous dis, vous êtes des ouf. Après, en vrai de vrai, c'est tellement le rêve pour tout le monde. Bon. Et je pense qu'il faut, en plus, pour comprendre quand même, moi j'y ai été les 3 fois. Je l'ai vécu 2 fois en commentateur, une fois pour la carte prélim, une fois avec toi, on l'a vécu en spectateur. Et là, il y a une ambiance, il y a une atmosphère. Le jour où t'as pris le billet de quelqu'un d'autre pour passer? Mais commence pas à dire des bêtises. Et normalement, en plus, en tant qu'ancien combattant, je devrais être invité. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance et l'UFC représente l'UFC. C'est-à-dire que l'UFC, tu peux avoir combattu même au Bellator, il n'y aura jamais cet impact de dire vête UFC, tu vois. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est gravé. Et c'est vrai que je pense dans la tête des Français, c'est un peu genre, même si ça se fait pas ce qu'ils font, entre guillemets, genre c'est l'excuse. C'est en mode on tente le double, on sait jamais. Et par contre là où je voulais revenir, c'est vrai que 66 kilos en France, je pense que c'est la KT la plus représentée et dans laquelle la France performe le mieux. À 66 c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Quand tu vois même en termes de prospects, je pense que l'un de nos plus grands prospects français qui a déjà commencé ses débuts pro et qui performe, c'est Azael par exemple, et c'est un 66 kilos. On pense à Parnasse aussi au KSW. On a vu Gomis et toi, je crois que c'est assez rare d'avoir 2 Français dans la même KT, en même temps presque en plus. Clairement, je crois que ça c'est du jamais vu même. Il y avait Taylor Egemouri aussi, je crois, qui était à 61. Mais à chaque fois, c'est sur des short notices qui sont... et William Gomis et Benoît Saint-Denis et Fares.
Ah, 70, bien vu, ouais. Ouais. Mais en tout cas, 66, c'est clairement la caté de la mort en France. Ouais. Et je sais que les places sont chères. Ah, les places, elles sont chères, mais signer à l'UFC, c'est compliqué. C'est pas sur une blessure de mon adversaire qu'ils allaient rentrer en français pour m'affronter. En plus, il n'y avait aucun intérêt. Pour moi, déjà pour moi, en tant que combattant, pour ma carrière, d'affronter un français à l'UFC Paris. Tu vois, c'est pas intéressant. Mais on vous l'a même pas proposé ou on vous a proposé Mais non, on me l'a même pas proposé. Non, c'est même pas dans je la pense que- discussion. Genre, l'UFC, je pense s'ils ont reçu des emails de managers qui ont essayé de placer des Français, ils ont dû dire, mais ils sont malades, tu vois. Genre. Non, mais vraiment, genre, et c'est presque un manque de respect, genre, pour ce que je fais à l'UFC. Parce que au moment où il se blesse, moi je suis sur 2 combats de bonus d'entrée et l'UFC il m'aime bien quand même. J'ai une bonne hype là-bas et tout. En France, ça se traduit pas vraiment sur le marché français, mais je commence à me faire un nom à l'UFC. Donc je pense que les Français qui m'ont call out, ils se rendent même pas compte, tu vois. C'est Cerudo qui a tweeté, non? Ouais, c'est Rudo qui a tweeté. Il était sur place ou il regardait de chez lui? Non, je pense qu'il regardait de chez Il lui. était Je crois pas réactif. qu'il était là. Il était réactif en tout cas, hein. Il tweetait beaucoup là-dessus, ouais. Mais en termes d'ambiance, Mika, toi, tu l'as dit, tu l'as vécu, on l'avait vécu ensemble l'an dernier. Morgan, toi, à deux reprises. Comment vous l'avez trouvé cette UFC Paris? Est-ce que c'était le meilleur en termes d'ambiance ou on a connu meilleur? Moi, j'ai donné mon avis. Je pense que toi, tu vas pas beaucoup voir la différence, mais je vais te laisser t'exprimer là-dessus parce que tu as fait partie des combats où il y a une grosse ambiance. Ouais. Mais de manière générale, sur l'ambiance, même sur la Fight Week, j'ai ressenti pas la même énergie. Une meilleure énergie? Non, pas la même. Ah, okay. J'ai senti un public plus ponctuel, qui était présent ponctuellement pour des combattants, mais qui n'ont pas réussi à maintenir une ambiance dans le continu. Ça a été un peu poussif, même certains chants sur certains combats. Tu sentais que c'était pas spontané, mais je te laisse répondre. Bah, en vrai, moi j'ai ressenti qu'il y avait un petit peu moins, je sais pas si on peut dire de la hype ou cette effervescence. Je l'ai ressenti qu'il y en avait un peu moins. Après, déjà il fait moins beau que d'habitude, vu qu'on est un peu fin septembre. Ouais. D'habitude, c'est vraiment... Soit ils sont en vacances les gens, soit c'est la fin des vacances. Donc ils sont encore dans la période estivale, quand on est en début septembre, que là, fin septembre, il pleut et tout. D'habitude, il y a du monde devant l'hôtel. Là, il y avait du monde que le jour du combat. Okay, ouais. D'habitude, toute la semaine, dès que tu sors de l'hôtel et tout, il y a des fans qui veulent prendre des photos et tout. Là, il y avait des gens que le samedi. Ouais. Et après, dans la salle, et moi, j'ai senti qu'il y avait un peu moins d'ambiance parce que dans les vestiaires, j'entendais moins les sièges trembler, la salle faire beaucoup de bruit avant que je rentre et Taylor, etc. Et puis après, je pense que le public, il commence à être de plus en plus difficile, en fait. Il est éduqué. Et maintenant, on a KSW, Bellator, PFL, KOF, Hexagone, enfin bref, le Ares, toutes les orgas qui font plein d'événements. Mois, quasiment. Et ils voient beaucoup de combats. Ils voient beaucoup de combats à la télé, sur RMC. Donc, ils attendent plus, je pense. De plus en plus, ils attendent plus. Et du coup... ils ont aussi moins ce truc de nouveauté, de l'UFC c'est nouveau, ça vient d'arriver. Ouais. Là, c'est le 3e événement. Tu vois, donc petit à petit, je pense que plus ça va avancer, moins il y aura d'ambiance, à part sur les gros combats phares ou sur les chouchous. Mais c'est ça qui est étonnant, parce qu'en termes de cartes, quand même, on n'a jamais eu une carte avec autant de Français. Et surtout, le niveau d'adversité, j'ai trouvé qu'il était quand même intéressant sur l'ensemble de la carte. Mais c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que je pense qu'on a un public averti. Ouais, ça y est. Et clairement, il y a peut-être toute une partie d'un public qui est parti. Entre guillemets, c'est le public qui se divertit avec le trash talking et tout. Ouais. Clairement, ce public-là n'a pas dû se retrouver dans cette UFC parce que c'était pas ça. Là, on était vraiment sur de la performance. Par contre, du côté performance, quand même, pour ceux qui apprécient et qui sont un peu amoureux de la technique ou du MMA, c'était la carte à voir. Pour les Français, en tout cas, c'était vraiment la carte à aller voir. Franchement, c'est mon combat. Et on en parlait en off, tu sais, sur la différence de traitement. Toi, t'as fait des belles années au Cage Warriors. Forcément, à un moment donné, t'as été mis en avant. Même, je me rappelle, le W9, il diffusait mes combats, Gemma pour la première fois. Quand t'arrives à l'UFC, mais Mika, j'aimerais aussi avoir ton avis parce que vous deux, t'as été à l'UFC et toi, tu y es actuellement. La différence de traitement, est-ce qu'elle se fait ressentir? Ouais, en fait, ce que tu sens, c'est que t'es vraiment tout petit à l'UFC, que t'es un numéro parmi tant d'autres. Et c'est pour ça que la question de Mika tout à l'heure par rapport à l'adversité et tout, moi je préfère prendre mon temps et devenir un nom petit à petit, tu vois. Ouais. De faire des grosses perfs, de détruire des mecs petit à petit et monter de niveau tranquillement pour un jour, j'espère, peut-être être dans le top 15 et à partir de là être prêt aux gros combats qui font du mal, qui vont t'enlever des points de vie, prendre de l'argent et tout. Parce qu'en vrai, quand t'es dans le top 15, tu te diriges vers la fin de ta carrière, pour moi. Hein. Parce que ça va être trop dur en fait, c'est trop dur. Parce qu'après sinon tu redescends et c'est fin de carrière. Donc faut être prêt à ça. Et quand tu arrives à l'UFC, tu sens que moi j'étais au cage, donc je suis monté tout en haut au cage. Ouais. Là je recommence tout en bas et faut pas faire d'erreurs, faire les beaux combats,
bien t'entendre avec les gens. Te mets pas à dos, tu vois, chez App, un cadre de l'UFC et t'es en boule, tu vois. Et puis t'apprends un nouveau fonctionnement. Là, on est chez les Américains, tout est différent. Faut trouver ta place et être dans le moule et il faut être patient en plus parce que tu vois, on combat pas tant que ça les premières années. C'est d'un coup, après ça s'accélère, mais au début c'est un petit peu long. Donc ouais, non, l'UFC, par contre en termes de traitement, attention, c'est la meilleure organe du monde. Et tu le sens. T'arrives, c'est limite, t'as quelqu'un qui s'occupe de toi, qui est payé pour te prendre en charge toute la semaine. Et chaque fighter a son gars à qui tu dois rendre des comptes. Tu reçois des messages, descends, t'as interview, tac, ça t'emmène à l'interview, ça te met dans un Viano, ça te passe de la graille, t'as faim, t'as soif. Ils font hyper attention à nous. Donc tu te sens un vrai athlète et tout. Par contre, tu sens que t'es personne. T'es dans une entreprise et t'es juste quelqu'un qui bosse pour eux. Toi, t'es combattant dans ce staff. Un combattant parmi tant d'autres. Un combattant parmi tant d'autres. Et avant de devenir un top, y a du boulot. Après, en plus, on l'a vécu à 2 générations. Je pense que vraiment à l'UFC, on peut parler d'avant Conor, d'après Conor, en termes de MMA dans le monde et de ce que l'UFC est devenu. Et toi, ce que tu dois ressentir encore plus que moi, je l'avais ressenti, c'est que nous, déjà en France, on était un peu inconnus. C'est-à-dire qu'en vrai, à part ceux qui aimaient le MMA en France, c'était pas un sport populaire. Ça veut dire que quand j'arrive à l'UFC, j'étais déjà assez inconnu en France. Et donc, le fait d'être assez inconnu encore plus dans l'UFC, je le sentais, mais c'était pas un truc de dingue, tu vois. Mais par contre, pour les Français, je pense notamment aux nouvelles petites pépites là, qu'on a au ARS ou dans d'autres organisations, mais par exemple un Sola qui est hyper connu au ARS, le jour où il va signer à l'UFC, c'est vrai que quand il va arriver dans l'organisation, alors que c'était une véritable star, entre guillemets, au ARS, il va arriver et là, ça sera un inconnu. Et quand il va regarder la montagne à gravir, même si lui, je pense qu'il en a conscience, il va se dire « Ah ouais, ok ». Voilà, et en fait, la montagne, mais c'est tout plein de petites choses. C'est quand vous voyez les légendes passer à côté de vous, c'est quand vous voyez que les gars ils disent et Morgan Charrière il vous cherche du regard parce que non, c'est qui c'est pas forcément c'est qui au début. Et forcément, après du 2e, 3e événement, vous commencez à être un peu voilà, les visages, on les retient, etc. Et puis les mecs, c'est leur boulot. Mais il y a ce côté-là où tu passes quand même dans un autre univers et tout est plus professionnel. Comme le dit Morgan, t'arrives, moi, ce qui m'avait le plus choqué, c'est quand j'arrivais la première semaine. Tu signes un papier, on te donne un schedule archi bien fait et tout, et on te donne une enveloppe. T'as une enveloppe de je sais plus, moi j'avais 800 € à l'époque. Et en fait, c'est pour manger et tout. Pour manger et tout. Et, mais tu vois, c'est pro. C'est virement direct. Genre une semaine avant, tu reçois le virement pour la graille de la semaine. Et après, quand t'arrives, c'est ça, t'as ton schedule avec tout ce que tu dois faire. Non, franchement, c'est trop bien organisé. Et là, avec du recul, c'est quoi clairement tes ambitions? Et j'attends pas la réponse du je vais être champion dans 2 ans. Non, de toute façon, t'auras pas cette réponse de ma part. Voilà, j'ai vraiment une réponse avec du recul. Est-ce que tu te dis, ok, moi je vais être le combattant qui va. Tu sais, un peu à l'image de Gage qui sort toujours quasiment avec des bonus Fights of the Night. C'est ça, toi, tes ambitions? En fait, moi, je veux pas me focus. Ouais, je veux tout, bien sûr. Mais non, mais je veux pas me focus sur. Ouais, je veux des bonus, je veux faire comme Gaethje, machin et tout. Ça, c'est plus mon style de combat qui amène à ça. Ouais. Mais ce que je veux sur le long terme, moyen terme, c'est vraiment réussir à installer mon nom déjà en Europe, tu vois, UFC Europe, on va dire. Et après, réussir à basculer vraiment dans le UFC monde et d'être sur des grosses cartes. Je te parle pas d'être main event comme main event, hein, juste d'être capable d'être sur une main card d'un numéroté contre un mec de Makaté et de faire un combat qui donne envie aux gens de regarder parce qu'il y a un enjeu sportif, un enjeu peut-être, tu vois, on aura quelque chose avec mon adversaire, une rivalité, quelque chose. Moi, je veux juste construire des beaux combats, mais les construire pour de vrai par mes performances, du coup, d'enchaîner les performances, d'avoir un nom qui résonne et de ramener tout le show que je peux être capable de le faire et puis de voir jusqu'à où ça mène. En vrai, je vise pas de top 15, top 5 sous tant d'années, ceinture et tout. Je me laisse porter par mes performances. Et si en fait les performances elles suivent, que j'arrive toujours à faire des combats comme ça, je vais forcément monter petit à petit. Et un jour, je vais me réveiller et je vais dire waouh, tu vois, j'ai fait tout ça et maintenant je suis là. Mais je veux pas me fixer un objectif, tu vois, comme ça ou dire ouais, je veux tel numéro, je veux machin, parce que ça, c'est des trucs tu peux vite, tu vois, tu perds la tête en fait. Parce que du coup, moi, j'essaie de me concentrer vraiment sur le chemin, sur ce que j'ai à faire, mes entraînements, progresser. Et voilà, c'est qui le prochain nom? Ok, c'est lui. Bon, comment je vais réussir à avoir un finish de ouf? Paf, ok, prochain combat. Hein. Et le fait de me concentrer comme ça sur chaque étape, je vais réussir à inscrire mon nom. Je pense que mon objectif, tu vois, si on parle d'objectif, c'est de réussir à marquer mon temps à l'UFC en France pour commencer. Que tu vois, mon nom en France, peut-être pas à jamais, un jour on nous oubliera, mais
que pendant un bon moment, tu vois, genre, ouais, non, Morgan Charrière, il a fait des bails, il a fait des trucs très très sérieux. Après, le reste, c'est que du bonus. Forcément, ouais. Et après, tu le rappelais, tu l'as dit intelligemment, et tu rentres dans le top 15 UFC. Il faut bien avoir en tête que si tu sors du top 15 UFC, c'est soit parce que t'es cuit, soit parce que t'as pris ta retraite. Ouais. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui de rentrer dans un top 15 UFC, c'est que si tu perds dans ce top 15, à un moment donné, on va dire, bon, bah ok, on va te donner soit la jeunesse montante, grosso modo ceux qui sont aux portes du top 15, mais parfois c'est des tueurs à gages qui sont meilleurs que ceux qui sont. Et en général, quand tu rentres dans le top 15 UFC, si tu en ressors, c'est généralement jamais très bon signe pour la suite d'une carrière. Jamais. Ou alors t'es un Américain et déjà t'as un traitement différent. Faut jamais oublier qu'on est des Européens dans une organisation américaine. Ça, c'est important de le souligner. Ah, forcément. Et je me rappelle, moi, c'était sur l'UFC Paris 2. D'ailleurs, l'UFC Paris 1, tu dis que tu l'avais regardé à la télé. Je l'ai pas regardé. Carrément. Je l'ai pas regardé, frère. Ça a dû être dur pour toi à ce moment-là. J'ai boudé, gros. Je l'ai pas regardé. J'ai boudé tout seul dans mon coin, c'est tout. Gros. Qui a combattu aux 3 UFC? Les 3. Il peut y avoir que Gomis. Non, pas Fares qui a raté le 2. Nassour, est-ce qu'il a fait les 3? Il a fait Buckley. Non, l'année dernière, il l'a pas fait. Il l'a pas fait l'année dernière. Personne n'a fait les 3, je crois. Il y a que Gomis qui a fait les 3. Non, il a pas fait les 3. Il a pas fait le 1, il a fait le 2. Si, il a fait le 1. Ah non, il a fait le 1. T'as raison, il a fait les 3. Ouais. Et le 2, c'était contre Yannick Gemouri, ouais. Mais d'ailleurs, en plus, l'année dernière, bon, à l'époque, vous êtes affrontés. Moi, personnellement, là, ça y est, vous êtes à l'UFC. Je te pose vraiment la question pour savoir. Tu l'avais battu à l'époque, on t'avait posé la question en conférence de presse sur l'UFC Paris 2. Ouais. À ce moment-là, tu étais devant lui dans les classements. Là, il y a une différence maintenant, dans le sens où lui, il affronte un gars qui était presque top 20. Il a fait un gros bond dans les classements. Il a fait un gros bond, donc aujourd'hui, il est devant toi. D'ailleurs, quand tu me parlais d'adversité, désolé, je te coupe, mais Chepe, il est 30 mondial. Hein. Ah ouais, celui que t'avais pris. Que j'ai pris à mon deuxième combat. Okay. Ouais, mais moi, j'ai déjà pris de l'adversité. J'ai pas dit que t'as jamais pris d'adversité. Attention, les gars. Attention, les gars. Parce qu'il y en a, ils sous-estiment Chepe, mais c'est un bourbier, le machin. C'est un bourbier. Mais d'accord. Et je suis pas sûr de l'avoir perdu ce combat aussi. C'était serré. Pour rebondir là-dessus, malgré que t'as perdu, t'as pas gagné de place vu qu'il était 30e. Non, je suis resté à la même place. Tu restes à la même place. Même si c'est une split, tu restes à la même place. Par contre, c'est la performance qu'il a pris ce jour-là, c'est la meilleure des 3. Performance of the month. Ouais, c'est ça. Elle a été performance de la soirée. Sur l'UFC 300. D'ailleurs, quand par exemple tu prends une performance de la soirée et qu'ensuite ton combat il est élu performance du mois, est-ce que tu retouches un peu? Non, il n'y a rien. Trop nul. Sinon, ils l'auront annoncé. Je me suis dit, donc là, ils ont juste fait un poster. Moi, j'ai cru que j'allais recevoir un petit billet. J'ai rien reçu. L'UFC, c'est quand même 4 événements par mois, tu vois. Donc, grosso modo, c'est 48 combats. C'est pas rien d'être élu. Ouais, non, combat du mois et surtout sur l'UFC 300, tu vois. Avec Gaethje, enfin le mois de l'UFC 300, avec Gaethje, Holloway et toutes les stars qu'ils avaient mis, j'étais élu combat du mois avec eux, j'étais choqué carrément. Non mais vraiment, j'étais choqué. Non mais après ça, je pense que ça fait partie des trucs qui t'emmènent au... je parle pas tout de suite, mais Hall of Fame plus tard, c'est avec ce type de combat-là. Et ça réconforte un bonus quand tu perds là comme ça. Ouais, bah ouais, parce que la prime, frérot. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas doublée. Mais du coup, c'était quoi ta question sur. Avec William Gomis, oui, merci, j'ai perdu le fil. Ça serait intéressant aujourd'hui pour faire un bond dans les classements, un William Gomis, Morgan Charrière? Moi, non, ça m'intéresse pas. Franchement, ça m'intéresse pas. Je t'ai dit, moi, je chase pas le classement. Je le regarde même pas parce qu'en vrai. L'UFC, tant que t'es pas classé dans le top 15, ils s'en foutent aussi du classement. Tu vois, ils vont te mettre contre lui parce que, je sais pas, ils pensent à faire un bon combat. Ils vont te mettre contre lui ou contre machin. Et du coup, moi, je me concentre vraiment, tu vois, juste sur donner-moi un adversaire, comment je vais réussir à faire une perf de fou contre lui. Et ça va m'emmener à gagner des places au classement. Et où à un moment, tu sais, je sais pas, je vais peut-être rester bloqué entre le top 40 et le top 100 pendant longtemps de fou. Et d'un coup, comme William, tu sais, on va me sortir un mec top 18, top 20, top 23. Et on va le prendre et ce sera le combat nickel et tu sais ça va me propulser d'un coup parce que sinon de toujours chercher le mec 10 places devant toi tu vois c'est relou. En vrai je laisse mon manager gérer ça vraiment et je sais même pas si lui il regarde les classements mondiaux, s'il cherche pas juste des styles qui me correspondent pour vraiment pouvoir m'exprimer. Et en termes de management, où est-ce que tu en es là sur les négociations? Parce que le premier contrat, c'est 4 combats. Ouais. Là, tu es à 3 combats. Donc, parfois, on entend des combattants qui, au bout du deuxième ou du troisième, ils renégocient directement. Où est-ce que tu en es, toi? Pour l'instant, on n'a pas ce contact spécial avec l'UFC. Ouais. Après, là, je viens de combattre. Donc, peut-être, ça se trouve, dans quelques semaines, ils vont commencer à renégocier. Sinon, ce sera à mon 4e. On verra. Moi je m'en fiche parce que j'aimerais bien négocier pour avoir plus d'argent forcément. Mais j'aurai un plus gros poids dans la balance si c'est après mon 4e combat et que j'arrive à refaire tu vois, une performance. Si je fais 4 combats sur mon premier contrat, 4 perfs,
Ah ouais, ça Je change. pense que je peux négocier un bon billet au contrat prochain. Ouais. Et en termes d'activité, là, tu sors sans blessure. Ouais. Il y a l'UFC Abu Dhabi, il y a le Madison Square Garden au mois de novembre, John Jones Miocic. C'est quoi, toi, l'idéal là, pour ton retour que tu vises? Franchement, je pense pas que je vais recombattre avant la fin de l'année. J'aurais bien aimé, mais vu qu'il y a beaucoup de combattants à l'UFC, ils font tourner le roster. Et ça va être compliqué qu'ils me refassent combattre. Vu que là, je combattu fin septembre, ils commencent déjà à booker les cartes de fin d'année. C'est des numérotés, donc je sais pas si j'ai les épaules pour être sur un numéroté là directement après ce combat, ou peut-être que le match-up serait trop risqué, aussi court, et je vais enchaîner les prépas et tout. Donc non, je pense que je vais revenir en début 2025 quoi. Passer les fêtes tranquilles et tout. Je sais pas, justement, je me posais cette question, parce que là, on a Gane qui va combattre. Fiorot, à mon avis, pas avant l'année prochaine, puisque le prochain combat, c'est pour la ceinture. On avait quand même Guémouri, lui aussi, peut-être qu'ils vont le mettre, et ça sera un peu le combat de la dernière chance. Mais ensuite, justement, on avait 9 Français, et je me posais la question de savoir quel Français s'est imposé sans trop de dégâts pour pouvoir combattre avant la fin de l'année. Pour Gomis, ça me semble un peu compliqué dans le sens où ce qu'on va lui donner normalement au vu de son classement, je pense que ça commence à être dur pour le préparer en 2 mois et demi. Et au final, il restait Taylor, toi, peut-être Nora parce qu'elle n'a pas pris non plus de gros bobos. Omar, il s'est blessé. Joussé, il a quand même pris pas mal de coups aussi. Je pense qu'il faut c'est ça, il doit être suspendu. Donc justement, il y a Fares aussi qui possiblement pourrait recombattre. Non, après, moi, je dis ça, mais. Nassourdine, je pense pas désormais recombattre sous 3 mois alors que là ça serait pour potentiellement une ceinture ou un combat qui l'emmène à la ceinture. Ça me paraît un peu court, mais justement je me posais cette question de savoir si on allait réavoir des Français. Après moi je suis ouvert, hein. Si l'UFC m'envoie un truc, je vais être prêt. Je vais me préparer, je serai là. Mais on va pas chercher à pousser pour qu'il me donne un combat avant la fin de l'année. Et d'ailleurs, tu devais pas être booké sur Manchester parce qu'à un moment donné, tu avais tweeté Manchester, ça me paraît être un bon endroit. Ou je crois que c'était l'UFC Londres qui s'est passé il y a quelques mois. Ouais, je sais plus pourquoi, mais. Londres, fais pas attention. Non, mais c'était au mois mois d'avril. Des fois, je tweet, faut pas faire attention, les gars. Des fois, c'est pour m'amuser un peu. Là, je vois les gens, ils sont chauds. Après, on prend les informations qu'on nous donne. Non, des fois, j'avoue, je fais des tweets, c'est pour mener en erreur un peu les gens. Hein. Franchement, en plus, tu connais. Des fois, je m'amuse un peu. On est à l'afflux des croustilles. Exactement. Non, il n'y a pas de truc comme ça. Et pour revenir, on va dire un peu plus globalement, là, hormis, on va dire le MMA, moi, j'ai l'impression que tu es un peu moins présent maintenant sur les médias et tout. Totalement. C'est volontaire que tu as pris du... C'est totalement volontaire. Je pense que j'ai fait mon tour et mon travail sur les médias avant, que j'ai fait beaucoup de choses et j'en ai vu les côtés positifs et négatifs. Et maintenant, j'ai trouvé le juste milieu pour moi. Après, chacun, tu vois, fait comme il veut. Et moi, je me contente de faire des petites apparitions de temps en temps après un combat et tout. De passer un peu de temps pour que les gens puissent avoir quelques nouvelles ou m'entendre parler, ou même pour les nouveaux fans qui ont pu me découvrir, qui voient un peu qui je suis comme personne. Mais le plus loin je me tiens de tous les médias, le mieux c'est pour moi, parce que après quand ça se passe mal, tu vois le traitement médiatique de Benoît, tu vois celui-là de Cyril, tu vois celui-là que j'ai eu quand j'étais au Cage Warrior, ce que les gens ils disent sur toi, et ça va trop vite, et plus tu t'exposes, plus tu te manges un retour de flamme de malade mental. Et ça peut être vite dur, et ça peut même être, ça peut prêcher dans tes performances, même quand tu es au top. Hein, je te parle que tu es au top, tu fais tous les médias du monde et tout, ça te rajoute la pression de fou. Il y a là les gens qui regardent, qui sont au courant de qui tu es et tout. Et moi je trouve on s'immisce trop dans ta vie après, et ça te joue des trucs sur ta perf, sur ton état mental, sur plein de trucs. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut, dire qu'on est des combattants, on est dur. Des fois tu te poses des questions. Mais tous, on a tous un niveau d'incertitude à gérer, et heureusement, parce que même je pense quand on arrive dans le combat, si tu es complètement démuni de la crainte, moins de ce niveau d'incertitude, on serait beaucoup moins à l'affût. Je pense que c'est ce qui fait qu'on a un instinct un peu animal aussi dans le combat, parce que tu sens le danger. On sent le danger, exactement. Et sans peur, il n'y a pas de danger, donc ça serait contre-productif. Mais justement, moi je reviens un peu de manière générale sur ce côté média et même le côté communication. Moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que beaucoup se calent sur toi, parce que t'es quand même celui qui a ramené ça dans le MMA. J'ai montré un peu. Et t'as montré qu'on pouvait aussi vivre. C'est-à-dire que toi, ta manière de vivre ne tient pas que à ta bourse de combat. Évidemment, c'est le fond et c'est la base de tout, c'est le noyau. Mais en fait, il y en a beaucoup aujourd'hui. On en parle un peu en off. Mais t'as beaucoup de combattants, j'ai l'impression, qui
qui donnent le sentiment de devoir absolument faire ça pour pouvoir combattre et performer. Ouais. Alors que pour moi, j'ai quand même le sentiment qu'en fait, il faut bien comprendre qu'il y en a qui intéresseront jamais, pas parce qu'ils sont fades ou parce que leur personnalité elle est nulle, parce qu'ils sont méchants ou je sais pas, tu vois, mais parce que c'est comme ça, il y a un facteur X, il y a des gens avec qui ça prend et il y a des gens avec qui ça prend pas. Et quand tu vois les amateurs un peu, j'ai l'impression que c'est trop. Les mecs, ils ont 3 combats amateurs, ils parlent déjà, tu vois, ils ont fait un vlog de ci, t'as des professionnels, ils ont des palmarès négatifs, ils font des vlogs. À un moment donné, c'est pas qu'ils ont pas le droit de le faire, mais je trouve qu'on en oublie que le plus important pour faire une carrière dans le sport de combat, c'est la performance. Et je pense que Mika, ça déjà on en a parlé, quand j'ai que toi t'avais mangé du pain noir et même une grosse génération en France, c'est le fait aussi de réussir à fédérer quelque chose, parce qu'on sait que si tu combats pas, t'as pas d'actualité, t'intéresses personne. Donc d'un côté, j'ai pas envie de les blâmer, moi, ces amateurs, quand je les vois communiquer. Forcément, il y a une manière de faire, il y a un juste milieu à trouver. Et je pense que pour chaque combattant, aussi, il y a une chose à... Comment dire, faut trouver le bon... la bonne façon de communiquer. Après, je sais que parfois, ça va être dans le trash talk, parfois, ça va être dans des vlogs YouTube. Mais j'ai pas envie de leur en vouloir, moi, quand je les vois faire. En plus, ça peut aussi éduquer un certain public. Mais toi, tu le faisais à l'époque. Tu as pu expliquer, on va dire, comment, se passer le weight cutting. Mais justement, elle est là la différence. Ouais. C'est que tu avais un contenu éducatif. Exactement. Et tu as un contenu aujourd'hui pour exister. Ouais. Tu vois la diff ? C'est pas la même chose. Mais après, c'est les réseaux sociaux. C'est comme ça. Il y en a, ils savent le faire, il y en a, ils savent moins bien le faire, il y en a, ils essayent, ils devraient pas, ils devraient juste combattre. Je te jure. Et c'est comme ça, il y en a très peu en vrai qui vont sortir leur épingle du jeu. Non, mais en fait, très peu. Quand tu regardes bien, tu vois, même chez les professionnels, il y en a très peu qui arrivent à gagner de l'argent en dehors du MMA. Et c'est pour ça que moi je les comprends, parce que moi je prends le MMA aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une ascenseur social, donc forcément t'en as qui vont être champions du monde, t'en as qui le seront pas du tout, donc il faut peut-être aussi commencer à préparer cette après-carrière. Donc forcément quand je les vois communiquer dès le début de leur carrière. Mais des fois c'est trop tôt. En fait, non, c'est pas que c'est trop tôt. Il y a pas de trop tôt, mais c'est la façon dont ils le font et ce qu'ils disent, ce qu'ils montrent aux gens. T'en as, ça se voit comme ils disent, c'est du contenu pour exister, pour juste flexer, montrer ce qu'ils ne sont pas, tu vois. Parce qu'en vrai, de vrai, on est 11 à l'UFC et tu vois, c'est français. Et c'est ça le haut niveau, c'est ça que les gens ils veulent voir. Ce que tu fais avant, en vrai, en amateur et tout, les gens ils s'en foutent un peu. Sauf si tu as une personnalité, que tu leur apportes quelque chose, tu leur apprends des choses. Tu sais que tu divertis, mais par qui tu es, tu vois. Pédagogique, ludique ou comme je dis, c'est le facteur X. En fait. Mais tu peux exister en dehors du MMA. Regarde, Taylor, il mise jamais sur sa communication. Pourtant, il a déjà il fait une carrière en parallèle de commentateur, ça marche très bien pour lui. Ensuite, ce que je veux dire, c'est on n'est pas obligé d'exister que par le MMA, c'est-à-dire que l'après-carrière, elle se prépare aussi sur d'autres choses. Pourquoi pas accompagner les sportifs ? Pourquoi pas préparer un truc de... Tout le monde peut pas faire la même chose. En fait, tu pourras pas tout le temps communiquer. Il y a des personnages, ils ne prendront pas avec le public, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'exister par le trash talking absolument ou autre, parfois je trouve que c'est pas la bonne solution. Mais après c'est aussi parce que quand tu regardes en France, du coup il y a eu ce boom sur les réseaux, donc sur YouTube, sur internet, sur Twitter, machin et tout, et du coup les petits ils ont été baignés par ça en fait c'est comme ça qu'il faut faire, et du coup ils se rendent pas compte qu'en vrai ça commence à être bouché là, le truc de faire des réseaux sociaux. Il y a trop de gens, il y a trop de combattants, tout le monde peut pas être un tel et tout le monde prend les followers de tout le monde. Enfin, tu vois, le microsos du MMA, il est pas si grand que ça. Donc au bout d'un moment, les gens ils peuvent pas suivre tout le monde. Et surtout si tout le monde fait la même chose. Donc et c'est aussi pour ça que moi j'en fais moins. Parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui font des trucs. Moi j'ai plus besoin d'éduquer qui que ce soit. Le MMA c'est plus nouveau. Donc maintenant quand je communique, quand je mets une vidéo ou un truc, c'est juste je mets un truc que j'aime. Tu sais que j'ai kiffé faire et que je pense que les gens ils vont aimer voir. Tu sais, c'est pas faire une vidéo pour faut que je sois en avant. Tu draines aussi maintenant des gens qui adhèrent au lifestyle. C'est-à-dire que c'est ton train de vie, c'est le fait, tu vois, c'est ça, Mais parce que je fais des perfs, parce que je suis à l'UFC. Exactement, mais après, c'est un tout, c'est le personnage. Mais il y a des gens, c'est pas. Il y a rien encore. En fait, il y a rien encore. Mais vous comprenez que déjà aujourd'hui, une carrière de combattant, que ce soit les amateurs aujourd'hui s'entraînent comme les pros. En même temps que les pros, toi tu toi aussi, ça, là, ils s'entraînent comme. Mais ils savent pas faire comme. Ils savent pas encore. Je suis d'accord, mais en termes de. Ouais, mais le sport il est comme ça. En termes d'énergie, ça prend beaucoup de temps, donc c'est difficile d'aller. Ouais, mais ils peuvent pas se plaindre. Ils deviennent pas combattants. Je suis d'accord. Deviens pas combattant. Tu peux pas dire ouais, y a pas d'oseille. Vous leur conseillez de faire quoi ? C'est dur. S'accrocher et combattre, c'est tout. Ouais, mais regarde, demain tu peux, on va dire, mais tu vois, comme toi qui est consultant et en même temps combattant, comme Taylor par exemple, mais
c'est compliqué demain d'aller faire un autre travail. Bah Ouais, moi, Morgan, bien sûr. mais moi j'ai travaillé. Mais moi Je dis- aussi. Attends, je dis pas. Mais que- quand j'ai fait, il y a des gens qui pensent, désolé, hein, les gens ils pensent que c'est facile ce que j'ai fait. J'ai travaillé comme un ouf pour que ma chaîne, Quand t'étais au pas que ma Cage chaîne, Warriors. que mes trucs ils fonctionnent. Je vis pas dans une villa ou machin, vous êtes des fous. J'ai Exactement. galéré. Et moi, je rejoins à 1000% sur J'ai ça. galéré. C'est-à-dire Ah que non, quand après- t'es combattant, tu choisis une voie difficile. Ah ouais. Et en fait, si tu fais un choix, C'est ça, c'est c'est forcément que tu difficile. renonces à quelque Ouais. chose. Et c'est que tu as renoncé à un À destin plus l'argent, cool, à plus tranquille, CDI. d'aller travailler, faire tout. Ouais. Exactement. Donc, tu es obligé d'être dans une situation d'inconfort. Ouais. La deuxième chose, et ça, j'en suis convaincu, que si tu es dans le confort trop tôt en tant que combattant, Ouais. tu performeras C'est jamais. mort. Ça, Ouais, j'en bah, suis- c'est mort, j'ai- je t'en j'ai prends pas. j'ai doublement C'est de mort. respect Ouais, si tu arrives à c'est me mort. trouver un combattant qui arrive à performer dans le luxe. Ouais. C'est Franchement, compliqué. Et je pense que certains combattants qui, là, actuellement, ont des sommes d'argent qui rentrent et tout, qui Ouais. sont sur des niveaux amateurs, ils vont avoir beaucoup de mal De ouf. à se mettre dans des niveaux de difficulté parce que le Pour fait le d'être dans un même certain... argent. Pour le même argent. en Ouais. plus. Mais par contre, Exactement. moi, ce qui me Parce fait qu'ils peur. vont ouais. plafonner au niveau des primes. Je suis C'est-à-dire qu'on d'accord. va leur proposer la même prime pour prendre un mec 10 fois plus fort. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est Exactement. cette tarification-là. Ça, je vous rejoins. C'est que quand tu dis qu'à l'UFC, t'as un numéro parmi tant d'autres. Et j'ai peur, en fait, parfois, lorsqu'on met les combattants amateurs dans un confort en France. Mais je me dis, mais lorsqu'ils vont arriver à l'étranger et qu'ils Ouais. seront parmi Ouais. d'autres combattants, et ça, c'est vrai que ça me fait peur. Mais même à pas que en l'avenir. amateur, hein. Maintenant en pro, il y a Ouais, beaucoup mais- de ouais. trucs en France où ils combattent que en France. Et il y en a, ils pensent qu'ils vont signer à l'UFC en restant dans les orgas français. C'est mort. Et sachant que C'est mort. parfois Enfin, tu me dis même... si je me trompe, Non, Lucas. mais C'est trop dur de signer à l'UFC. Mais c'est Bah, c'est ça, dur. c'est et- trop la dur, les question. gars. Non, mais Je vais surtout poser la même quand tu question, justement. regardes, à un moment donné en France, tu regardais le palmarès des Français quand on a transité vers le Cage Warrior, Ouais. il est archi négatif Bah pour les ouais. Français. Même ça, tu vois, quand j'étais au Cage Warrior, maintenant je le dis, tu vois, parce qu'avant j'étais plus jeune, j'avais du mal, mais les gens me respectaient pas. Ouais. Ouais. Moi j'ai enchaîné les victoires, je les ai ouais les Anglais. Et les Et- autres quand ils venaient au Cage Warrior, Et ils faisaient c'est pas les dur perfs de que je gagner, faisais. et c'est dur de gagner au Cage Warrior. Allez, Ça, c'est bien une sûr, réalité. c'est trop Les dur de Français gagner au Cage. qui ont tiré leur épingle du jeu au Cage Warrior, c'est toi. Il y a Jean le Doyle, blond là, à l'époque. Jean Doyle à Jean l'époque. Doyle. Le blond Ouais, désormais. C'est ça aussi, les longs blonds. Alors que pourtant, il y a eu pas mal de Français qui ont. Ouais, ouais. qui ont signé Le là-bas. Cage Warrior, c'est dur. Et Graham, il te calcule que si tu gagnes. Ouais. Et quand on parle de difficulté de signer à l'UFC, c'est vrai que j'ai l'impression, déjà quand On a- toi tu mets le tweet et que les Ouais. Français rebondissent là-dessus, pour les citer, il y avait Alunai et celui du Nord, Dizzy. Anthony Dizzy. C'est vrai que des fois j'ai l'impression qu'il y a une facilité. Lorsqu'on voit un mec qui a 4-5-0, on dit directement ah ouais, lui va signer à l'UFC. Par exemple, Axel Sola, aujourd'hui il est jeune, il a moins Ouais, de combat. Ouais, ouais. Attention, il, Il a est fort, prouvé, lui. il est fort, je suis Lui- d'accord. Hein, Lui, j'ai il a l'impression vraiment qu'on prouvé. Je suis d'accord, Mika, mais j'ai l'impression qu'on a cette facilité à dire ah ça y est, lui va signer Non, à mais l'UFC. Ouais, non, non. Ouais, mais ce Pourtant, qui est sûr, aujourd'hui, là, on pour le l'a dit, coup, lui- mais il y a Ouais. 11 Français à l'UFC aujourd'hui. Est-ce Ouais. qu'ils ont vraiment besoin Ah ouais. Non, de mais- Français dans chaque Alors, catégorie? ça, je suis d'accord. Ouais. Par contre, a-t-il le niveau UFC? Il l'a. Oui. Là, Non, non. Oui. Il mais est par fort, contre, hein, là ça, où c'est je pas dis les je suis questions, d'accord, ouais. c'est va-t-il signer à l'UFC? On l'a bien On vu sait avec pas. Abdul. Abdul, c'est quelqu'un Ouais. qui avait le niveau pour performer à l'UFC. Bien sûr. Pas le L'UFC cycle, ne l'a toi. pas pris. Ouais. Mauvais contexte. D'ailleurs, on fera, quand on fera l'hebdo, j'ai eu des nouvelles infos, je ferai Un mea culpa? Non, pas que, Ok. mais je resituerai des choses qui m'ont été communiquées. Mais là, je suis d'accord avec Non. vous que le niveau ne fait pas tout et Non. tu ne signes pas à l'UFC qu'avec le niveau. Oui. Après, il y a des chemins qui t'amènent plus facilement vers l'UFC. Tu le sais, le Ouais. Cage Warrior est un chemin direct. Ouais. Mais Mais justement, c'est pas facile. C'est Bah juste non, ça je sais même t'emmène, tout l'inverse, c'est parce pas que- facile. à l'époque, quand Ouais. faut savoir que quand tu fais les combats au Cage Warrior, donc tu as un gros niveau de difficulté. Et c'est surtout que comme on savait, et comme Ouais. l'organisateur du Cage Warrior savait que c'était le chemin le plus facile pour aller à l'UFC, je dirais le contre-truc pour le combattant, c'est qu'on acceptait des primes de 1500 livres Ouais, ouais. pour faire des combats de ouf. Ouais. Bah, moi, pour Mais- 2000 €, j'ai fait des ceintures. Mais et merci, tout, mais ok. d'ailleurs, est-ce que tu peux être transparent là-dessus? Parce que si j'avais bien compris, toi, tu avais eu un contrat différent à un moment donné au Cage Warriors. ou- Ouais, à la fin, mes 3-4 derniers combats, j'ai eu un contrat à la hauteur de ce que j'ai apporté au Cage Warrior. Je pensais qu'il allait gérer les chiffres. T'es un fou. Ouais, ok, Non, ok. mais par contre, attention, je touchais pas non plus. Ouais. Tu vois, on parle pas de 6 chiffres ou de machin. Mais en fait, pendant longtemps au Cage Warrior, j'ai presque combattu gratuit. Ouais. Genre, pour de vrai. Genre, on parle de. Je vais pas dire là mon dernier contrat à combien j'étais, mais avant ça, je les touchais entre primes 1005 et 3000 Les primes max. européennes, quoi. Tu vois, Ouais, non, mais- 1005 et 3000 max. Et je suis resté presque 6-8 ans au Cage Warrior. Ouais, le Cage C'est Warrior, énorme, hein. Et c'est mon dernier contrat où j'ai commencé à être payé parce que je leur ai donné, ils ont eu les droits de cipler Ouais. qui ont payé parce qu'en France je leur faisais de l'argent, Ouais. donc j'ai eu un beau contrat, enfin un beau contrat. J'étais juste bien payé par rapport à ce que j'apportais, mais sinon je combattais presque gratuit. Surtout que moi j'investissais tout sur les réseaux, sur les machins, genre.
j'ai pris beaucoup de risques, mais je savais que tu vois, comme tu as dit, on peut pas performer si on est trop dans l'argent et tout. Genre, je faisais exprès de gagner moins d'argent. Tu vois, je dépensais, j'investissais sur moi-même pour toujours avoir ce truc sur la tête de l'épée de si tu gagnes pas, t'es mort. Tu vois. Et comment t'as réussi à... Quand j'ai perdu 2 fois, tu vois, c'était chaud. C'était chaud. Mais ça fait partie du truc de combattant. Non, c'est la blessure. T'as pensé à tout arrêter? Excuse-moi, Mika. T'es obligé d'y penser. Enfin, il va répondre, mais... Plancher orbital. J'ai perdu ma ceinture. Je suis sur 2 défaites d'affilée. Mais c'est des combats serrés, tu vois, c'est des splits et tout. Mais là, je me dis, ça se trouve, là, l'UFC, c'est mort. Et moi, je fais vraiment ce sport pour l'UFC. J'aurais pu signer comme les autres au PFL, Bellator et tout. J'ai eu les offres. Je les ai eu, beaucoup de zéros comme eux et tout. Mais non, je me suis dit, si je prends cet argent, l'UFC, c'est mort. J'irai jamais. Et je vais être trop bien financièrement. Et j'ai préféré prendre la route je reste en galère. Et dans cette galère, vu que je sais m'en sortir, mettre pas tous mes œufs dans le même panier, avoir différentes sources de revenus et tout, ma vie elle est cool, je gagne suffisamment ce qu'il faut, mais pas trop. Du coup, vu que je gagne pas trop, chaque combat il est important. Et je me tue à l'entraînement parce que je me maintiens dans ce truc de pas de précarité, je suis pas en précarité. Je vais pas mentir. Non, quand même. Mais tu vois, genre. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais moi j'aime bien parce que je pense que pour tous là, ça va donner un petit message pour ceux qui arrivent. Non. Je pense qu'on a donné des bons messages, franchement. J'espère. Ceux qui lisent entre les lignes, j'espère qu'ils comprennent. Ouais, faut. Moi je le fais. Enfin si, je le fais pour l'argent. Mais bien sûr. Mais quand il faut en fait, tu vois, quand il doit arriver, en fait, je vise vraiment sur le long terme. Si ça arrive trop tôt. Ouais, tu peux arrêter après. Quand tu gagnes trop d'argent, c'est compliqué. T'avais rejoint je sais pas comment ils appelaient ça exactement. Tu sais, Booba, il avait fait une sorte de. Il a une agence. Une agence. T'as rejoint là? Ouais, SBK. Et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui ça? En gros, là, SBK, ils sont derrière moi, ils sont en backup. Donc, ils me font un peu de relations médias. Ils vont me chercher des sponsoring avec des marques. Tu vois, pas des petites marques pour faire des placements de produits et tout. On cherche des grosses collaborations avec des grosses marques qui sont installées dans le paysage mondial, j'allais dire français, mais non, c'est vraiment des, je sais pas d'exemple à dire comme ça, mais vraiment des grosses marques, pas pour faire du placement de produits, pour vraiment faire de la collaboration d'images, être égérie d'une marque, ce genre de choses. Et d'un point de vue ils ont des avocats pour tout ce qui est contrat au niveau des droits d'image, toutes ces choses-là. C'est vraiment structuré, quoi. En fait, je me suis professionnalisé comme un footballeur professionnel, etc. Quand on veut me parler de business ou de choses comme ça, il y a tout un tas de gens qui sont avec moi et qui négocient tout pour mes intérêts, qui regardent tout. Ça me coûte de l'argent, ça. Mais tous mes choix, ils sont hyper structurés, étudiés. Il n'y a pas de truc de ligne bizarre dans le contrat que je vais signer, que j'ai pas lu ou que j'ai mal lu. Non, il y a un avocat qui l'a lu avant. Tu vois, j'essaye juste de faire les bons steps petit à petit pour que si ma carrière elle se passe bien, à la fin, il me reste des choses et que je me sois pas fait niquer. Et d'ailleurs, félicitations, avec Célio, t'as eu une collaboration. C'est sympa la collab Célio. Sincèrement, c'est du sérieux. Il l'avait fait l'année dernière, je crois, avec Cyril. J'avais été vraiment critique parce que la collection elle était moche. Et là, j'ai vu qu'ils ont des beaux survêtements. D'ailleurs, t'étais affiché sur les champs. Mais même sur les champs, j'ai pas vu, mais moi j'ai vu à Belle-Épine. Moi, parce que Belle-Épine, à côté de chez moi aussi, tu vois, je me balade. Et là, je t'ai vu ta tête et il y avait Cyril aussi, mais toi, t'étais en plus gros. Et j'ai dit, le MMA, ça va vite. Ça va vraiment vite, ça va. C'est vrai que leur collection, elle était moche, celle de l'année dernière. Ils ont vraiment fait des belles choses, mais en tout cas, félicitations. Merci. Tu vois, c'est le genre de truc que j'essaie de faire en termes de marque, de collab, même. Au niveau des propositions de marques, de sponsoring que j'ai pu avoir, j'en ai refusé énormément parce que j'ai pas envie que mon image elle soit brûlée ou associée à v'là les trucs. J'ai pas envie de vendre aux gens juste parce que j'ai un peu de visibilité et tout. Moi, je préfère faire kiffer les gens qui me suivent et qui me donnent la force que forcément de les utiliser et de leur vendre des trucs, des machins. Du coup, j'essaye si je fais une collab ou un truc, que ce soit quali et que ça apporte quelque chose aux gens. Tu vois, juste de le faire pour moi prendre des sous dans ma poche, j'ai pas besoin. En vrai, ma vie elle est cool, j'ai pas besoin de plus d'argent, sauf pour acheter plus de trucs, tu vois. Et aujourd'hui, ce que tu mets des fois en story, je sais pas comment ça s'appelle, on appelle ça des merch. Ouais, mais mes habits, ouais. Des merch. Ouais, ma marque, mes habits. Ah ouais. Le merch. C'est ça, non? Du merch. Ouais, c'est quand tu fais des habits à ton effigie et tout, etc. Ouais. Et ça, c'est quoi? C'est des collections privées que tu fais? Ouais, en gros, je fais des petites capsules. J'aime bien les habits. Du coup,
vu que la plupart des combattants en général ils font leur t-shirt, leur petit truc et tout, moi j'essaie de pousser le truc encore plus loin. Je fais vraiment des saps mon style propre à de toi. mon style, de ce que je porte, et j'essaie de faire des trucs hyper quali. Je me prends la tête pendant plusieurs mois, je fais des samples, des machins et tout, et c'est vraiment moi qui le fais. Tu sais, je le délègue pas aux gens. Et puis achète qui veut. En vrai, je le fais plus pour moi que pour vendre aux gens. C'est juste pour pouvoir m'habiller. J'aime bien, tu vois, je vais pas dire que je suis passionné d'habits non plus, mais j'aime bien les beaux habits et tout, et vu que j'ai les moyens financiers de pouvoir, tu vois, contacter une usine, faire un sample et tout, et après je lance des petites productions, ça me fait kiffer de voir des gens, ils sont habillés avec mes sapes, et moi de juste le matin, tu sais, je m'habille avec mes habits, genre je suis content, genre si j'arrive à avoir une full tenue de, genre c'est moi qui l'ai fait et elle est stylée, tu vois, genre je croise des gens, ils me disent ouais, tu l'as acheté où ce pantalon, et c'est moi qui l'ai fait, je suis trop refait. Je suis trop refait. Tu vois, je le fais juste pour ça, et après si les gens ils aiment bien et qu'ils achètent, ça me fait plaisir. S'ils achètent pas, c'est pas grave. Après, de manière générale, de passer de rien à quelque chose, c'est toujours satisfaisant. C'est ça, tu vois, d'avoir un truc que tu as dans ta tête, et au final tu donnes vie à un truc, c'est toujours c'est exactement, de donner vie à des trucs, même sur les réseaux quand je fais des vidéos et tout, quand je vois ça plaît, ça me rend, tu vois, je suis content. Mais je le fais même pas pour ça, je le fais pour moi en vrai. C'est si la vidéo elle me plaît, moi je suis content. Ok. Mika, tu voulais revenir sur d'autres choses? Non, bah là on a fait le tour, c'est bien. Hein. Après, il nous a tout dit pour l'avenir à court terme, moyen terme. Ouais, j'espère performer, continuer. Pas de truc. Après, ce que j'aime bien, moi, c'est ça que j'aime bien en fait. C'est l'honnêteté de dire, moi, je construis ma carrière petit à petit. De dire aussi, tu vois, sur la. Moi, ce que j'aime, c'est cette transparence qu'on a aussi sur le monde, comment tu vois le monde du MMA. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que. On leur fait croire que c'est facile. On fait croire que c'est facile, et surtout, on fait croire que l'argent, c'est la finalité du truc. Non. Mais pas du tout. Selon moi, tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui courent avec l'argent parce qu'ils savent qu'au final, ils seront jamais champions de l'UFC. C'est-à-dire que quelque part, quand ils ont abandonné un peu leurs rêves pour aller chercher les sous. Les sous, et ça, je le vois même dès le départ chez les amateurs, par exemple. Et tu as ceux qui vont vivre leurs rêves et qui donnent les moyens de leurs rêves. Et là, effectivement, c'est le parcours du combattant. Et ensuite, dans ceux-là, il y a plusieurs profils. Il n'y a pas que le profil Morgan Charrière, celui qui a réussi à vivre un peu autrement. Tu as celui qui va devoir faire que de la performance. Enfin, ce que je veux dire, c'est tu as des gars comme Taylor qui travaillent en tant que commentateur derrière. Et en fait, il y a de la place pour tout le monde, à condition que tout le monde ne veuille pas prendre l'unique place de ce qui leur semble être facile. Faire du contenu, déjà, c'est pas facile, en vrai. Et en plus de ça, il faut encore avoir en tête, je le dis parce que c'est cru, de ne pas intéresser les gens. Même si t'es intéressant, tu peux ne pas intéresser les gens. Moi, j'ai déjà fait là les trucs et ça a pas intéressé les gens. Tu dis, waouh, toi aussi, c'est ça. Tu dis, waouh, jure, c'est nul comme ça, tu vois. Genre, t'es choqué. Non, mais ça peut arriver, tu vois. Pourquoi il y a gars, j'ai mis trop de ça, c'est le facteur X, c'est incontrôlable. C'est le risque à prendre. Bah, messieurs, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, Morgan, merci. Désolé pour l'attente. Mika fera en sorte d'être un peu plus professionnel la prochaine fois, Mika, quand même. Ouais, c'est ça, pas de souci. Même pas dire ce qu'il a fait chez moi. Il aura fait du tout. T'as mangé, t'es parti aux toilettes. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner. Morgan, un petit dernier message à faire passer à tes fans. Pas spécialement. Merci à tous pour la force. Et puis, j'espère que vous serez là à mon prochain combat. Voilà. T'as toujours ta chaîne YouTube? Ouais, j'ai ma chaîne YouTube, Morgan Charrière. Peut-être qu'il y aura une vidéo sur l'UFC Paris. Là, j'ai filmé quelques trucs. Et puis voilà. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Insta et Twitter. D'ailleurs, un petit big up à ton coach Karim, avec qui t'as commencé et qui te suit exactement. aujourd'hui. Il n'y a pas que Karim, il y a Rémi aussi, mon préparateur physique, vrai, qui est là depuis le début. Johnny, ça va faire très longtemps aussi. Donc ouais, ça fait un bout de temps que je suis avec mon équipe et on a vraiment trouvé nos marques en vrai. Là, sur cette UFC Paris, on l'a senti qu'on avait notre rythme, on a vraiment passé un cap à ce niveau-là, et sur la performance, ça s'est ressenti, tu vois. Même Miranda, le fait qu'on, tu vois, je relance le podcast là. Attends, mais d'ailleurs, même Miranda, tu vois, en vrai, c'est un adversaire qui peut être vite compliqué. Forcément, mais je viens de faire le lien. C'est pour ça que vous avez vu du Miranda après avec Karim. T'as capté. Là, tu viens de comprendre. En fait, vous avez vu du Miranda. On a vu du Miranda après. Je vois, Petite crotte de nez. Ouais, je suis enrhumé, désolé. En tout cas, merci. Merci les gars. Salut à tous. Salut. Ciao.